Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Splint Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Donc pour ce premier épisode consacré aux élections présidentielles aux États-Unis, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Gallard. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, tu es directeur d'études donc au sein de l'Institut de sondage Ipsos. Exactement. Donc la plupart du temps, tu fais quand même plutôt des sondages, je veux dire, en France. Exactement. Mais il se trouve que tu es également expert de la politique américaine. Ouais, effectivement. Bon, à Ipsos, on fait des sondages. À Ipsos France, j'entends, on fait des sondages avant tout sur la situation effectivement en France. Mais dans mon équipe qui s'occupe des sondages d'opinion, politiques, électoraux, on fait aussi pas mal de sondages internationaux en Europe. Et on est beaucoup en contact avec nos collègues d'Ipsos aux États-Unis et dans les autres pays d'ailleurs, ce qui permet effectivement d'avoir un regard sur ce qui se fait et sur la situation dans ces autres grandes démocraties, on va dire. Merci Mathieu, bon, en tout cas on est ravis de t'avoir et donc pour nous accompagner ce soir nous avons Yohann Abécassis. Yohann qui, alors toi tu es plus qu'un expert de la politique américaine, tu es un véritable passionné. Salut Louis, oui effectivement, c'est-à-dire j'aurais pu faire comme Mathieu, c'est-à-dire observer, analyser et décrypter, mais j'ai en tout cas franchi le cap, c'est-à-dire en allant faire campagne plus d'une fois aux États-Unis, en Californie en 2014, sur une élection locale et plus marquée en tout cas en 2016 sur la campagne d'Hillary Clinton pour les primaires démocrates. Donc effectivement, en allant sur le terrain. Voilà. Alors justement, Yohann, la transition est toute trouvée, parce que donc tu as vécu la désillusion du clan démocrate en 2016, donc avec cette défaite complètement inattendue de la part d'Hillary Clinton. On se souvient à l'époque que les sondages donnaient quasiment tous la victoire d'Hillary Clinton et de manière plutôt assez nette. Oui, alors ça rappelle des souvenirs plus ou moins malheureux, mais effectivement, j'avais été sur la campagne des primaires, donc en tout cas au tout début, et j'avais fait le voyage également pour la fin de campagne, donc j'étais vraiment sur place pour les derniers jours et même dernières heures de campagne, en étant même à New York le soir de l'élection et du dénouement. Et j'ai le souvenir, en tout cas moi par rapport à mon expérience, c'est vrai, pour avoir parlé aux Américains, pour avoir été à leur porte, qui avaient en tout cas une colère ou en tout cas un ressentiment. Donc moi je n'ai pas été surpris de la victoire de Donald Trump. Je ne l'attendais pas, mais qu'il soit élu, non, ce n'était pas une surprise. Mais pour répondre à ta question, effectivement, j'ai le souvenir du jour même de l'élection. En me levant tôt et en regardant la télévision, effectivement, c'était une quasi certitude, c'était acté. Et je crois que le dernier jour, alors je pars sous le contrôle de Mathieu, mais c'était à peu près 91 à 95% de chance, en tout cas dans les algorithmes, en tout cas les projections des médias. Donc effectivement, oui, entre la quasi certitude du matin et le résultat du soir, oui, ça a été une vraie surprise, donc preuve que, en tout cas, la politique américaine nous réserve toujours des surprises bonnes ou mauvaises selon son degré de surprise. Voilà, selon sa tendance ou en tout cas ses candidats de cœur, mais effectivement, oui, c'est tellement complexe, on pourra peut-être y revenir que rien n'est fait, même si et surtout la vérité du lundi n'est pas celle du vendredi, et aussi bien dans les sondages que dans les résultats. Alors c'est compliqué en fait pour nous en tant que Français d'avoir un regard objectif sur les élections américaines et notamment pour faire le parallèle avec ce que nous connaissons nous en France. L'élection présidentielle américaine n'est pas une élection au suffrage direct comme celle que nous avons ici. C'est en fait un vote par étapes vers des grands électeurs qui vont ensuite reporter leur vote vers leur camp, donc démocrate ou républicain. C'est notamment la raison pour laquelle Hillary Clinton avait matériellement plus de voix que Donald Trump, mais elle avait moins de grands électeurs que Donald Trump. Or, ce sont les grands électeurs qui font l'élection. En fait, c'est peut-être ça, Mathieu, la difficulté des sondages, c'est qu'en fait, on va sonder directement l'électeur, mais ensuite, derrière, il faut repasser à la moulinette des grands électeurs.
Il y a deux choses, effectivement, en France, quand on a fait des sondages pour l'élection présidentielle, c'est assez simple. Bon, c'est pas très simple, hein, mais c'est plus simple qu'aux États-Unis, dans le sens où, effectivement, il suffit d'interroger un échantillon représentatif de l'ensemble du pays. Si votre échantillon est effectivement représentatif, si les questions sont bien faites, voilà, si on suit les règles de l'art, bah, vous aurez les grandes tendances et vous pourrez dire quel candidat est en tête ou éventuellement s'il y a deux candidats à égalité, s'ils sont à égalité, etc. Aux États-Unis, effectivement, on réalise des sondages nationaux qui permettent d'avoir une idée du rapport de force au niveau national, mais c'est pas forcément cet élément qui nous permet de dire quel est le candidat qui va l'emporter. Surtout quand c'est relativement serré, comme c'était le cas en fait en 2016. Les sondages nationaux donnaient en moyenne, au dernier jour de la campagne, à peu près 3 points d'avance à Hillary Clinton, ce qui est pas rien, mais ce qui est quand même relativement serré. Surtout que effectivement la spécificité du mode de scrutin américain fait que ce vote des grands électeurs qui est basé sur le résultat des États, ce vote des grands électeurs en fait avantage les républicains tout simplement parce que les petits États peu peuplés, plutôt ruraux, sont surreprésentés dans le collège électoral. C'est-à-dire qu'un État, par exemple, comme le Wyoming, qui est peuplé par, il me semble... 500 000, je crois. Ouais, 300 000 ou 500 000, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, a proportionnellement plus enfin, les grands électeurs du Wyoming ont proportionnellement plus de poids que les grands électeurs de la Californie qui compte 40 millions d'habitants et quelques. Donc, il y a cet élément. Après, aux États-Unis, il y a évidemment des sondages, du coup, pour prendre en compte cette spécificité par État. On en voit en ce moment des dizaines par jour quasiment, donc notamment dans les États indécis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les swing states. Ce sont ces quelques États où effectivement la situation est très incertaine, il y a à peu près autant d'électeurs républicains que d'électeurs démocrates, et c'est ces États qui vont effectivement décider de quel candidat va remporter la présidentielle, tout simplement parce que voilà, si Donald Trump remporte la Pennsylvanie, il gagne automatiquement l'ensemble des grands électeurs de cet État, les grands électeurs de chaque État n'étant pas répartis à la proportionnelle, mais ce qu'on appelle le winner takes all, c'est-à-dire que en fait, le candidat en tête, même d'une seule voix dans un État, remporte l'ensemble des grands électeurs de cet État. Et donc on réalise des sondages dans chaque État, et après effectivement bon, c'est assez compliqué parce que voilà, il y a beaucoup d'instituts de sondage qui peuvent donner des tendances un peu différentes, on le voit aujourd'hui. Il y a après effectivement des modèles statistiques qui permettent, on l'a vu beaucoup en 2016, qui permettent effectivement de donner des chances de victoire à chacun des deux candidats en fonction de ces sondages nationaux et de ces sondages locaux. Alors effectivement en 2016, voilà, bon, la plupart des sondages donnaient effectivement à peu près 90% de chance à Hillary Clinton de l'emporter, ce qui donne l'impression qu'elle a gagné d'avance. En fait, bon voilà, un événement qui a 90% de chance d'arriver, plutôt un événement qui a 10% de chance d'arriver, c'est pas totalement négligeable non plus. Enfin, je ne prendrais pas un avion si on me dit qu'il a 10% de chance de s'écraser. Donc voilà, ça veut juste dire que même si on dit que Trump avait que 10% de chance de l'emporter, c'était pas non plus, ça voulait pas dire qu'il était battu forcément. Et aujourd'hui encore, ces modèles statistiques et les différents sondages, que ce soit nationaux ou locaux dans les swing states, donnent Joe Biden gagnant avec souvent plus d'avance que Hillary Clinton. Et surtout, la différence par rapport à 2016, c'est que les sondages sont beaucoup plus stables qu'à l'époque. Si vous prenez tous les sondages qui ont été réalisés au niveau national, j'entends, tous les sondages qui ont été réalisés depuis un an, mettons, même avant le début des primaires démocrates, donc avant vraiment qu'on sache que Joe Biden soit le candidat démocrate, Joe Biden a toujours été en tête de 6, 7, 8 points d'avance. Ça varie un petit peu, mais ça varie très peu, alors qu'en 2016, c'était pas du tout le cas. Des fois, Hillary Clinton était largement en tête, des fois, elle était au coude à coude avec Donald Trump. Donc ça veut dire que cette année, les événements ont quasiment pas de prise sur l'électorat, et ça, c'est un avantage vraiment considérable pour Joe Biden. Ça veut juste dire qu'il reste combien de jours là? Il reste 11 jours, 11 jours d'ici au scrutin. On voit quand même mal
quel événement pourrait fondamentalement changer la donne, alors que le Covid n'a pas changé la donne, la crise économique qui a suivi n'a pas changé la donne, les débats n'ont pas changé la donne, le fait que Trump soit contaminé n'a pas changé la donne. Donc voilà, c'est l'avantage incontestable de Biden à ce niveau, à ce stade de la campagne. Ça ne veut pas dire que rien ne va se passer, mais bon, voilà, on a un peu de mal à imaginer ce qui pourrait se passer, qui change radicalement la situation. Alors justement, Johan, toi qui connais plutôt bien ce qui se passe au sein du camp démocrate, est-ce que ça représente pas un risque justement auprès de l'électorat démocrate et donc d'une certaine forme d'abstentionnisme à craindre le jour de l'élection, de se dire que finalement, puisque tous les sondages donnent Biden largement gagnant, il y a peut-être pas besoin de se mobiliser et que finalement moi, électeur démocrate, j'ai peut-être pas à me déplacer et à aller voter parce qu'en fait c'est déjà fait quoi. Tout à fait, c'est même le risque premier en tout cas, c'est la désaffection, je sais pas, ou en tout cas l'abstention qui peut en tout cas plomber les candidatures démocrates, puisqu'il y a d'autres élections que l'élection présidentielle évidemment, locale, gouverneur et surtout la Chambre des représentants. Mais il est clair que plus les gens votent, normalement, plus cela favorise les démocrates, c'est-à-dire que le camp républicain est très mobilisé. Et que effectivement par rapport au sondage, c'est ce qu'on avait vu en 2016, c'est-à-dire que l'élection justement, comme le disait Mathieu précédemment, était jouée d'avance, donc finalement ma voix compte pas trop et encore dans quel état. Et quand on sait que Hillary Clinton finalement a perdu cette élection à quelques milliers de voix, je crois c'est à peu près 90 000 voix sur tous les États, on va dire les swing states en jeu, et notamment dans cette fameuse Rust Belt, cette ceinture ouvrière, les États du Nord, des Grands Lacs, en perdant parfois des États à 3 000 ou à 10 000 voix près. C'est dire à quel point, là, pour le coup, chaque voix compte. Donc, effectivement, il y avait de la désaffection dans certains partis de l'électorat, notamment l'électorat noir. C'était le cas dans le Michigan, en Pennsylvanie. Moi, j'étais justement en Pennsylvanie la veille de l'élection et j'avais pu voir que les gens étaient désintéressés en disant « c'est pas la peine que j'aille voter, elle gagnera » ou même ça n'a pas trop grand intérêt. Ce que l'on sait, effectivement, c'est que alors, c'est une campagne extraordinaire au sens premier du terme, puisqu'il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de porte-à-porte, en tout cas de manière très très faible, pas de meeting en tout cas côté démocrate, essentiellement une campagne en ligne et avec nombre en tout cas d'initiatives pour appeler les gens à voter, avec notamment quelques célébrités. Il y a LeBron James, je crois, qui s'est associé notamment pour inciter les jeunes noirs à voter, et les différents groupe en tout cas de l'électorat, mais effectivement et surtout, alors peut-être Mathieu en parlera mieux, mais la question du vote anticipé, notamment le vote sur place, puisque les chiffres ceux-là sont disponibles, puisque je crois c'était ce matin 43,5 millions d'Américains avaient déjà voté, contrairement à 2016 où on était un peu moins de 6 millions, 7 millions à pareille époque. Donc clairement, il y a une vraie mobilisation. Après, c'est peut-être propre aussi à la pandémie. Et je crois aussi, il faut le souligner, qu'il y a aussi ce risque, en tout cas cette peur que l'élection soit en tout cas serrée, disputée, et qu'elle permette notamment à Donald Trump de pouvoir revendiquer la victoire au soir de l'élection, si tant est que l'ensemble des résultats, en tout cas, ne soient pas en tout cas arrivés à temps, en tout cas dépouillés, mais permettent en tout cas de semer non pas le chaos, mais en tout cas l'ambiguïté et un débat. Donc oui, clairement, mais on peut le voir, et je pense Mathieu a les chiffres, que dans certains États, notamment les swing states et dans nombre de comtés, notamment importants, la participation étant très 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 nette hausse. Parfois, j'ai lu des chiffres, je crois en Géorgie, au Texas, on est à plus de 220% de participation, et notamment on peut le voir dans quelle partie de l'électorat, ou en tout cas de quel comté, des comtés qui sont plus noirs ou plus à majorité blanche, des comtés
en majorité hispanique, et notamment l'électorat qui a manqué à Hillary Clinton, c'est notamment l'électorat noir, et du côté du Michigan, je crois, si je me trompe pas, et en Géorgie, mais aussi au Texas ou en Floride. Les chiffres sont très, très, très importants. Preuve, en tout cas, que et peut-être qu'il y a une prise de conscience. Alors, on rassure tout le monde, les bulletins n'ont pas été dépouillés. Donc, si on a ces tendances, on ne sait pas encore pour qui ils ont voté, mais on peut le présumer. Mais effectivement, ça semble évident, ça, je crois que tout le monde est à peu près d'accord, même chez les Républicains, que Joe Biden devrait remporter le vote populaire en nombre de voix. C'est assez net. Après, au nombre de grands électeurs, c'est ce qui sera décidé et ce qui sera su, en tout cas, à l'issue de l'élection. Et là, c'est l'incertitude. Mais effectivement, surtout, il y a eu beaucoup de campagnes de mobilisation, notamment à destination des jeunes, à destination des catégories, en tout cas, de l'électorat qui souvent boudent un peu les urnes. En tout cas, surtout la campagne a été axée côté démocrate sur ça. Donc 2016 a servi, on va dire, de leçon, en tout cas sur ce point-là. Et Mathieu, pour rester sur le Parti démocrate, sans faire trop de sociologie électorale, est-ce qu'on peut considérer que la campagne de Biden, donc qui était quand même très axée sur l'anti-Trumpisme, finalement le programme de Biden, on le connaît pas vraiment. Alors bon, je vais pas dire en tant que Français, mais c'est assez peu lisible. Et en fait, il s'est engouffré dans une attaque frontale à la méthode Trump, à la présidence Trump, au bilan Trump, et c'était presque le repoussoir. Oui, tout à fait. Quand on vous demande aux électeurs démocrates, aux électeurs qui nous disent qu'ils vont voter pour Joe Biden, pourquoi ils vont voter pour Joe Biden, il y a une majorité d'entre eux qui disent qu'ils vont voter Joe Biden avant tout pour faire battre Trump, alors que les électeurs de Trump disent plus qu'ils votent Trump avant tout pour faire élire Trump. Il y a quand même chez les républicains plus de votes mus par des raisons positives, oui, d'adhésion à Trump. Chez les démocrates, c'est moins le cas. C'était pareil d'ailleurs en 2016. La différence avec 2016, c'est effectivement que sans doute toute une partie des électeurs démocrates ne se rendaient peut-être pas. Enfin, déjà, on sortait de 8 années de présidence Obama, donc forcément, dans ce contexte-là, c'est plus dur de mobiliser sa base électorale, alors que le camp opposé, évidemment, est particulièrement mobilisé. Ils ont été 8 ans dans l'opposition face à Obama qu'ils détestaient. Donc forcément, ça motive plus. Et en plus, voilà, les démocrates se rendaient pas forcément compte de ce qu'allait être une présidence Trump. Après 4 ans, il y a sans doute plus de mobilisation pour effectivement le mettre dehors. Et on voit effectivement, comme le disait Johan, que dans un certain nombre d'États, le vote anticipé est absolument massif, ce qui témoigne effectivement probablement d'une forte mobilisation, d'une forte participation électorale telle qu'on la mesurera dans les jours suivants. Après, voilà, la grande question, c'est de savoir à qui elle va profiter. C'est pas évident de le dire. Effectivement, on peut regarder dans quel comté exactement ça vote plus qu'ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, ça dépend un peu des États. C'est quand même pas très compliqué. Il y a certains États, par exemple dans le Texas, où on a l'impression que ça favorise les démocrates. Il y en a d'autres en Floride, par exemple. C'est quand même franchement très compliqué à dire. On a l'impression que c'est un peu équilibré. Mais en tout cas, on semble se diriger vers une très forte participation, vers une très forte mobilisation de l'électorat des deux camps. Mais c'est vrai que probablement les démocrates ont plus de réserves de voix chez les abstentionnistes parce que dans les minorités ethniques, les Afro-Américains et encore plus les Hispaniques et aussi plus largement au sein des catégories populaires, il y a plus d'abstention traditionnellement. Enfin, comme dans tous les pays, on aura la même chose en France. Et que ces électorats traditionnellement votent démocrate. Donc voilà, la grande question, c'est est-ce que la campagne de Joe Biden parviendra à les mobiliser en étant avant tout positionné sur cet anti-Trumpisme, sachant que il y a deux éléments. Déjà, le premier, c'est qu'effectivement la campagne de Joe Biden, elle a été anti-Trumpiste. Elle a surtout, de mon point de vue, ça a été une campagne assez en sourdine, on va dire, pendant la plupart du temps. Et alors, beaucoup de gens disent, voilà, c'est la faute du Covid. Ils voulaient pas
à la fois peut-être lui même avait peur pour sa santé et il voulait pas mettre en danger éventuellement les volontaires de sa campagne, ses électeurs, peut-être, mais j'ai aussi l'impression que c'est une stratégie électorale de la part de Biden et une stratégie plutôt habile de mon point de vue, c'est-à-dire il est dans la position d'être le challenger d'un président sortant qui est à la fois impopulaire. Donald Trump est à peu près à 40% de popularité. Bon, ça ferait rêver un président français, mais malgré tout, aux États-Unis, ça n'est pas très bon, surtout à l'approche de sa élection. Et un président impopulaire est très clivant. Donc voilà, tout l'objectif de la campagne de Biden, je pense, ça a été de faire en sorte qu'on parle essentiellement de Trump et que, en fait, lui d'être très peu présent pour qu'en fait on ne s'en prenne pas à lui. Et on voit que ça a bien marché parce qu'aujourd'hui il reste relativement populaire. Toutes les attaques du camp républicain n'ont pas du tout fonctionné. On a essayé au début de la campagne de le faire passer. Alors il y a eu il y a eu l'ancienne stagiaire quand il était sénateur qui l'a accusé d'agression sexuelle, mais ça n'a pas trop pris parce que bon, ces accusations n'étaient pas très claires et elle n'a pas forcément été jugée crédible par les médias. Ensuite, il y a eu toutes les attaques du camp Trump sur le fait que Trump était sénile, mais bon, ça prend pas très bien. En plus, ça a tendance peut-être à être contre-productif auprès de l'électorat senior, un électorat qui est absolument essentiel dans certains de ces États clés, notamment la Floride. Et surtout, voilà, avec en plus des attaques qui étaient complètement incohérentes. On avait par exemple avant le premier débat d'un côté Trump qui disait que Biden était sénile, ce qui est pas très stratégiquement malin parce qu'avant un débat, stratégiquement, ce que les candidats américains ont tendance à faire, c'est dire moi je suis pas très bon en débat, mon adversaire est vraiment brillant et comme ça, finalement vous vous en sortez pas mal et c'est un peu vécu comme une divine surprise et les médias disent que vous êtes le grand vainqueur. Alors que là, Trump a passé son temps à dire que Biden serait nul, qu'il ferait n'importe quoi. Bon, au final, du coup, ça n'a pas été le cas. Biden n'a pas été brillant pendant le premier débat, mais en tout cas, il s'est pas effondré, il n'a pas dit n'importe quoi. Et du coup, voilà, tout son argumentaire est tombé à l'eau. D'autant que dans le même temps, vous aviez sur Fox News des conservateurs qui vous disaient que Biden les médias évidemment pro-démocrates lui avaient fourni les réponses, toutes les questions et toutes les réponses à donner. Donc d'un côté, il est sénile, de l'autre côté, il est quand même capable d'apprendre toutes les questions et toutes les réponses du débat. C'est pas très cohérent et on a la même chose en fait sur le positionnement politique de Biden où d'un côté, il est d'extrême gauche, voilà, il est pris en otage par l'aile de Bernie Sanders du Parti démocrate et en même temps, on nous dit que il a vraiment dans les années 80-90, il a pris des mesures vraiment extrêmement radicales, notamment contre les Afro-Américains pour voilà tous les mettre en prison, etc. Donc voilà, là encore, des attaques du camp Trump qui sont pas très cohérentes, alors qu'en 2016, pour le coup, le camp Trump face à Hillary Clinton était d'une cohérence et d'une efficacité redoutable. Donc voilà, on a une campagne qui vraiment s'est très bien passée pour Biden. Parce que il avait un positionnement relativement discret et il était relativement difficile. Enfin, les attaques du camp Trump n'ont pas pris sur lui. Donc, pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, ça se passe très bien pour lui. Il reste 10 jours, on verra. Mais 10 jours pour détruire la personnalité d'un candidat, c'est très court. Pour détruire celle d'Hillary Clinton, qui en 2014, on s'en rappelle pas, mais c'était la personnalité politique préféré des Américains dans les sondages, ça a quand même pris un an et demi avant que sa popularité dégringole. Donc voilà, 10 jours, ça semble un peu compliqué. Et Johan, justement, pour parler un peu du camp républicain, est-ce que Donald Trump, il a des soutiens de la part, par exemple, de Mitt Romney, d'autres personnalités du parti, ou disons que la rupture que Trump a opérée déjà en 2016 au sein du camp républicain, en fait, se confirme à ce moment. Alors c'est une question un petit peu délicate, surtout Mitt Romney, c'est pas son plus grand soutien. Je crois d'ailleurs il a annoncé hier qu'il avait voté et qu'il n'avait pas voté pour Donald Trump, sans préciser ou sans aller jusqu'à dire qu'il avait voté Joe Biden, mais clairement il n'a pas voté Donald Trump, c'est le même qui l'a dit. Le fait est que Donald Trump a opéré une appropriation du Parti républicain. Qu'est-ce que le Parti républicain aujourd'hui? Je pense qu'il est difficile de le dire, même les républicains ne savent pas, mais le Parti républicain, tout simplement aujourd'hui, le parti de Donald Trump, c'est peut-être même, je n'irai pas jusqu'à dire un culte de la personne, mais c'est lui qui incarne les républicains.
on dit que on soutient un président, ou en tout cas un candidat, tant que l'on gagne. Et comment dire, et on retourne dans son parti, ou en tout cas on prend la tangente. Quand il perd, il y a quelques bruits qui courent que en interne, certains s'alarment peut-être d'une défaite d'ampleur, pas seulement pour Donald Trump, mais pour les candidats républicains, qui, on le rappelle, sont aussi sur nombre de bulletins de vote, les 435 sièges à la Chambre des représentants, donc dans tous les États-Unis, et un tiers du Sénat, plus les élections des gouverneurs et d'autres élections plus locales. Je crois que c'est Ted Cruz, sénateur du Texas, opposant à Donald Trump, en tout cas lors de la primaire 2016, qui en off s'alarmait de la grave défaite qui attendait tous les républicains à l'issue de cette élection si Donald Trump venait à perdre, et s'il venait à perdre, dans quelle proportion. Mais ce qu'on redoute, en tout cas au sein de l'état-major républicain, c'est une vague bleue qui emporterait plus que l'actuel locataire de la Maison-Blanche, mais également peut-être la majorité au Sénat, ce qui est important. Et des postes de gouverneurs, puisque les républicains en détiennent quand même un certain nombre. Hein. Oui, et ils resteront, je crois, c'est un peu de l'avis assez majoritaire des sondeurs, que alors les élections de gouverneurs là aussi sont échelonnées dans le temps. Les républicains ont la majorité et garderont la majorité, en tout cas des 50 États. Mais c'est surtout la majorité au Sénat, et on le voit également, pas seulement pour Donald Trump, qu'il y a des États où normalement il n'y a pas match, ou en tout cas l'issue ne fait aucun doute, notamment en Géorgie, quel État? Il y a l'Iowa aussi, État rural par excellence. Lindsey Graham également en Caroline du Sud, grande figure en tout cas au Sénat, et pour le coup quelqu'un qui marche dans les pas de Donald Trump, c'est-à-dire qui est peut-être même son principal défenseur au Congrès, et qui est en difficulté dans son propre fief, en tout cas dans son État, qui est quand même un État républicain, et d'avoir une telle figure en difficulté, ou en tout cas qui n'est pas assuré d'être élu, ça montre déjà quelque chose. Rien ne dit qu'il ne sera pas réélu, normalement ça devrait le faire, mais en tout cas le fait même qu'il soit challengé en dit long sur en tout cas les forces en présence, en tout cas des démocrates, en tout cas par rapport aux républicains. Mais pour répondre à ta question et de manière simple et synthétique, le parti républicain, c'est Donald Trump et ses soutiens, c'est-à-dire, comme a dit Mathieu, un socle ferme de 40, 42, 43% d'Américains. Mais en même temps, c'est ce qui correspond à un peu le nombre de républicains, 40 par rapport à 40% de démocrates, et à peu près 10% d'indépendants, même si ça tend quand même à s'agrandir. Et merci Johan. Et donc Mathieu, est-ce qu'on peut considérer qu'en 4 ans, le parti républicain s'est altéré, ou en tout cas que les soutiens du parti républicain se sont altérés en même temps que le parti, qu'on pourrait, en prenant une expression très française, est-ce qu'il s'est droitisé, est-ce qu'il s'est nucléarisé auprès peut-être, tu vois, d'une frange. Alors on parle beaucoup des suprémacistes, on parle des pro-armes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu constater en 4 ans, ou c'est une période qui est quand même trop courte pour qu'on puisse tirer des conclusions? C'est pas facile à dire. Enfin, incontestablement, voilà, que ce soit parmi les élites du parti, c'est-à-dire les grands élus, les grands donateurs, enfin, voilà, tous les gens qui travaillent dans le parti ou qui en vivent, on va dire, ou parmi les électeurs, en tout cas, ouvertement, quand on les interroge, quand ils sont interrogés dans les médias, que ce soit donc les électeurs ou les élites, sont derrière Trump. Donc voilà, toutes les outrances de Trump, que ce soit voilà, son rejet, le fait qu'il n'ait pas affirmé qu'il respecterait les résultats du scrutin, le fait qu'il ait refusé de condamner les suprémacistes blancs, enfin voilà, tout ce qu'il a pu faire pendant son mandat, en fait, ne les a pas conduits à le rejeter. Donc en tout cas, il y a de ce point de vue-là effectivement une droitisation. Après,
bon, je pense qu'elle est amenée à durer, mais on voit combien le leader du parti a d'influence sur le reste, en fait, sur les gens qui suivent, parce que voilà, sur un certain nombre de problématiques aussi moins clivantes peut-être, mais par exemple, je pense au protectionnisme contre le libre-échange. Donald Trump est un président très fortement protectionniste, alors que le Parti républicain traditionnellement était très libre-échangiste. On a vu que les électeurs républicains, vous les interrogiez il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils étaient largement libre-échangistes. Maintenant, ils sont protectionnistes. Donc, bon, on voit bien que tout ça est avant tout déterminé par le leader. Après, voilà, si Donald Trump perd, on pourrait imaginer qu'un parti républicain fera un peu son aggiornamento en se disant que effectivement la stratégie de Trump a marché, mais qu'à terme elle peut pas vraiment marcher parce que son électorat, sa base électorale, elle est amenée à se réduire dans le temps. C'est une possibilité. Ça me paraît quand même pas être la possibilité, enfin l'hypothèse la plus probable. Et j'ai tendance à dire que même si Donald Trump perd, le parti risque de continuer sur cette lancée, ou en tout cas de pas se modérer particulièrement dans les années à venir. Bon, sachant que c'est quelque chose qu'on voit, même si c'est évidemment beaucoup moins fort et beaucoup moins caricatural aussi au sein du Parti démocrate. Tout simplement, vous prenez le programme de Al Gore en 2000 ou de John Kerry en 2004 et vous le comparez à celui de Joe Biden cette année ou de Hillary Clinton en 2016. Le programme des candidats actuels est beaucoup plus à gauche que le programme des candidats d'alors, mais même vraiment considérablement plus à gauche. En fait, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir, même si évidemment, c'est comparé à ce que souhaitait Bernie Sanders pendant les 2 primaires. C'est des programmes qui restent plutôt modérés, mais on voit que voilà, sur le moyen terme, on va dire, il y a aussi un déplacement du Parti démocrate vers la gauche. Et donc les 2 partis s'éloignent de plus en plus, ce qui explique effectivement pourquoi au milieu, il n'y a plus beaucoup d'électeurs indécis, modérés, indépendants, et pourquoi en fait les 2 partis cherchent avant tout à mobiliser leur base d'électeurs vraiment de plus en plus radicalisés, en tout cas de plus en plus idéologisés dans les 2 camps. Oui. Donc voilà, à voir, mais je pense que cette tendance de fond qu'on constate chez les républicains, je dirais quasiment depuis 50 ans, chez les démocrates depuis une vingtaine d'années, je pense pas qu'elle est amenée à s'effacer, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle à venir. Merci Mathieu. Et donc pour revenir au Parti démocrate, Johan, donc quand on voit que côté républicain, bon, tout le monde s'aligne derrière Trump, voilà, en croisant les doigts. Et puis, si ça ne fonctionne pas, ils régleront leur compte en interne et sans bruit. Hein. Est-ce que côté démocrate, on a également donc les ténors du parti, je pense notamment donc bien sûr à Bernie Sanders, à Elizabeth Warren, qui jouent le jeu de la campagne derrière Biden, même si, comme Mathieu nous l'a bien rappelé, la campagne de Biden, ça reste quand même une campagne assez discrète, assez sage. Oui, en sourdine et même souterraine, pardon. Effectivement, c'est un point très très important. Juste pour revenir peut-être sur les républicains, on a vu et on voit quand même une mobilisation, en tout cas d'électeurs républicains affirmés qui prennent, enfin en tout cas qui donnent de la voix pour dire je suis républicain, j'ai mes convictions, mais Donald Trump ne me représente pas. Il y a notamment le fameux Lincoln Project qui réunit des anciens conseillers et stratèges républicains qui font un pilonnage en règle de Donald Trump, mais alors là, pour le coup, en utilisant toutes les techniques républicaines, avec des spots de publicité assassins, et même très drôles, il faut le dire. Et même, je crois, je lisais ça hier, que leurs tweets, comme leurs vidéos, sont plus vus ou entraînent plus d'engagement que les propres tweets de Donald Trump. Donc voilà un Donald Trump qui a été en tout cas pris à son propre jeu et par des républicains. Et même on a vu aussi des groupes, ou en tout cas des rassemblements, les vétérans, ou en tout cas les vétérans pour républicains pour Donald Trump, les candidats anciennement républicains pour Joe Biden, pardon. Donc il y a quand même certains qui refusent de voir le Parti républicain, en tout cas, être happé ou en tout cas emmené avec Donald Trump, et qui, justement, au nom des valeurs républicaines, ça ne s'appelle pas le Lincoln Project, Abraham Lincoln, fondateur du Parti républicain pour rien,
en disant que les valeurs républicaines impliquent de ne pas soutenir en tout cas les idées, en tout cas les outrances de Donald Trump. Enfin, Yoann, les républicains avec Joe Biden, c'est quand même énorme, hein. En même temps, Joe Biden a cette qualité, il est aussi là depuis 47 ans, hein, c'est une accusation de Donald Trump qui est vraie. Joe Biden a quand même une image de modéré, quelqu'un qui est extrêmement respecté de par son expérience, mais surtout par son humanité. C'est peut-être un point sur lequel on peut revenir, mais en tout cas, quelqu'un qui parle beaucoup, même du temps où il était sénateur, président de la Commission des Affaires étrangères, également vice-président, qui a beaucoup d'amis chez les Républicains et même s'ils ne partagent pas évidemment les mêmes convictions, se respectent. C'est peut-être un temps ancien de la politique américaine où on se respectait en tant qu'adversaire, on se combattait, mais on se respectait en tout cas en tant qu'Américain. Mais pour répondre là encore à ta question sur le Parti démocrate, c'est une campagne hors du commun. Donc, si on avait une vraie campagne, on aurait eu des meetings un peu partout et justement l'utilisation par la campagne de Joe Biden de ces figures démocrates. Et justement, ce que n'a pas le Parti républicain, c'est de pouvoir envoyer Michelle Obama en Pennsylvanie, d'envoyer son mari, ancien président en Floride, d'envoyer Bill Clinton, d'envoyer Hillary Clinton, d'envoyer Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez, un peu partout. Là, il n'y a pas de meeting, quasiment pas, tout se fait en ligne. Je dirais, il y a eu un mouvement assez rapide de tous les candidats démocrates et même Bernie Sanders qui, je ne sais même pas s'il avait rallié Hillary Clinton en bonne et due forme ou en tout cas du bout des lèvres, mais il n'a pas tergiversé, même il a mis fin à sa campagne des primaires très rapidement en comprenant qu'il n'avait plus d'issue, ce qu'il n'avait pas fait en tout cas en 2016, mais en même temps il avait encore une once d'espoir d'y arriver et en disant qu'il n'y avait pas de débat, le contexte, cette élection et ce président appelait justement à un soutien franc, massif et sans ambiguïté à Joe Biden, même si effectivement ils ne sont pas sur la même ligne, en tout cas le même positionnement au sein du Parti démocrate. Elizabeth Warren joue le jeu, hein, elle fait des meetings, je crois, avec Kamala Harris, avec qui elle s'entend très bien. Elles sont sénatrices les deux à Washington. Après, je sais que je me suis posé la question, enfin c'est une bonne question, j'ai été regarder un peu l'activité de Bernie Sanders. Et effectivement, dans ses tweets, dans ses propos, tout n'est pas ramené à l'élection présidentielle, tout n'est pas ramené à Donald Trump, preuve qu'il continue en tout cas à défendre ses idées ou en tout cas sa plateforme. Mais pour répondre à ta question, oui, ils sont derrière. Il y a pas de débat, il y a pas de voix dissonante et certainement pas discordante pour soutenir Joe Biden. Et là encore, Joe Biden n'est pas quelqu'un de clivant, en tout cas au sein du Parti démocrate. C'est quelqu'un qui est respecté, qui a été vice-président 8 ans de Barack Obama, quand même un peu figure tutélaire actuelle du Parti démocrate. C'est pas un candidat repoussoir, c'est un peu le grand sage, en tout cas le candidat d'avant. Donc oui, il y a une certaine homogénéité, en tout cas unanimité derrière Joe Biden. Il y a même pas de voix en tout cas qui sort un petit peu du lot. Peut-être certains en pensent différemment, mais ça reste en tout cas très soit minoritaire ou alors très secret. On verra à l'issue de l'élection s'il y a victoire ou s'il y a défaite, évidemment. Ça dépendra des réactions, en tout cas des prises de position par la suite. Bon, pour terminer donc cette émission, une question pour tous les deux. Donc d'abord Mathieu, vous l'avez dit et on le vit tous en ce moment. Donc la crise sanitaire mondiale de la Covid est toujours incertaine. Bon, il reste 10 jours avant le jour J de l'élection aux États-Unis. Comment la pandémie, en quoi la pandémie pourrait changer la photographie qu'on a aujourd'hui à 10 jours? On voit pas vraiment comment la pandémie, enfin, quelle évolution pourrait faire reliée à la pandémie pourrait faire que la situation change drastiquement. Voilà, la situation est grave. On a dépassé les 300 000 morts. Là, ça a un impact économique non négligeable en termes de chômage. Voilà, beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui sont dans une situation très précaire.
Après, voilà, en 10 jours, je pense pas que ça va particulièrement s'accélérer ou décélérer. Bon, le seul, voilà, ce que Donald Trump avait d'ailleurs vaguement évoqué lors du premier débat, c'est la possibilité d'annoncer qu'un vaccin serait disponible. Mais même ça, je doute que ça change radicalement les choses parce que, je pense pas que les électeurs actuels de Joe Biden y croient. Enfin, manifestement, d'après tout ce qu'on entend, en plus, si un vaccin était annoncé aujourd'hui, de toute façon, il serait disponible, dans plusieurs mois. Enfin, il y aurait encore des tas de tests. Donc ça serait mis en avant évidemment par les démocrates et je doute que les électeurs, les électeurs qui aujourd'hui soutiennent Joe Biden, qui sont avant tout mus par leur rejet de Trump, qui est vu comme un personnage menteur, pas crédible, etc. D'un coup se disent ah oui c'est génial, finalement on va voter pour lui. Donc je vois pas vraiment ce que ça pourrait avoir comme impact. Enfin, j'ai du mal à imaginer un événement lié à la pandémie qui puisse impacter l'élection en 10 jours. Après, on verra. Peut-être que je vais être démenti. Il y a le documentaire de Enquête exclusive. Je fais de la pub, mais en tout cas, c'était dimanche soir justement à la rencontre de cette Amérique déclassée et avec la crise du coronavirus qui montre en tout cas une réalité qui est très dure, qu'on soit démocrate ou républicain. Mais de toute évidence, oui. Mais justement, Johan, tu prononces le mot, hein, c'est le sentiment c'est même plus qu'un sentiment, c'est le déclassement. Trump avait fait campagne en 2016 là-dessus, hein, justement, c'était le Make America Great Again, c'est aussi ça. Hein, on va vous rendre votre statut, on va vous rendre votre fierté. Là, la crise sanitaire, ça a été un accélérateur de déclassement. Et donc, Mathieu l'a suggéré, c'est vrai que sur le plan sanitaire stricto sensu de la crise, on voit pas en 10 jours ce que ça pourrait changer. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui s'enfonce de plus en plus, et que ces conditions-là vont forcément aussi avoir un impact sur la façon dont ils vont voter. Oui, alors à voir, hein, parce que je sais, pour avoir échangé avec quelques Américains et qui sont en lien direct, des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur emploi, et qui ont perdu aussi des proches, hein, puisque c'est pas juste économiquement, mais quand on est à 200 000 morts, on connaît forcément au moins quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a perdu, si ce n'est pas direct, et surtout qu'à la différence de la France, en tout cas de certains pays européens, pour avoir un peu regardé les statistiques et notamment les chiffres, il y a beaucoup de victimes très jeunes, pas âgées, c'est-à-dire plus de 65 ans, pendant 70 ans. Le New York Times avait fait une nécrologie justement des victimes du coronavirus à New York. Et juste en regardant en diagonale les âges, on avait des gens de 39 ans, 25 ans, des infirmiers, des professeurs et souvent des travailleurs pauvres. C'est une maladie avant tout de la pauvreté, le coronavirus, qui frappe non pas sans distinction, mais en particulier les personnes qui n'ont pas d'assurance santé, mais aussi qui sont amenées à travailler et qui ne font pas de télétravail, puisque leur job, en tout cas leurs emplois, s'ils en ont un, c'est souvent des emplois directs et nécessaires. Donc, effectivement, donc après, des gens qui ont tout perdu, est-ce qu'ils auront la conscience et le souvenir d'aller voter? Ça, c'est une autre question. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que tu soulignes, c'est-à-dire Make America Great Again, et même le soir même de l'élection, il avait dit mon slogan est déjà prêt pour 2020, c'est Keep America Great. C'est difficile de le vendre à l'Amérique, non, elle n'est pas great, en tout cas pas ce soir et pas à la veille de l'élection. Le coronavirus est passé par là, tous les pays sont frappés de plein fouet, certains plus que d'autres, et clairement l'Amérique, en tout cas j'ai un peu envie de dire que ce sont toutes les failles du système américain qui apparaissent au grand jour, balayées par la crise du coronavirus, comme la gestion de Donald Trump, la crise a mis en lumière, en tout cas, son désintérêt pour la fonction ou même son rapport à sa propre personne, puisque c'est une affaire personnelle. Lui contre les médias, lui contre les scientifiques, lui contre les fausses informations. Donc cette crise finalement qui était imprévue et qui n'était pas souhaitable évidemment souligne en tout cas la réalité en tout cas à la fois politique, l'absence de non pas concertation mais de décision en tout cas d'intérêt pour le sujet. C'est Barack Obama qui le souligne. Je fais pas la promotion de Barack Obama mais en disant
qu'à aucun moment il n'a montré un intérêt pour le sujet. Et rapidement, il a dit en séchant les réunions sur le sujet, en disant j'en sais plus que les médecins, je regarde la télé, je sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, en ne prenant pas en tout cas le sujet au sérieux. Donc, est-ce que l'Amérique est grande? Est-ce que sa promesse a été tenue? Ça me semble difficile, mais à écouter Donald Trump, il arrive quand même à vendre une promesse ou en tout cas une idée. Enfin, je pense que le discours a changé et je pars sous le contrôle de Mathieu, c'est-à-dire ok, peut-être l'Amérique n'est pas aussi grande qu'on aurait souhaité, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne sera pas sous Joe Biden. Et alors là, après moi, le chaos. Donc, gardons notre train en marche, ou surtout le pilote dans l'avion, quoi. Merci Johan. Et bon, j'avais dit que c'était la dernière question, mais j'en ai vraiment une toute dernière pour Mathieu, une toute dernière. Est-ce que justement, donc Johan parlait de la gestion de la crise du Covid par Donald Trump. Est-ce qu'on a quelques éléments justement d'opinion là-dessus sur est-ce que les Américains considèrent qu'il a bien géré, mal géré, pas du tout géré la crise, et est-ce qu'on peut anticiper un éventuel impact sur l'élection dans 10 jours? Quand on regarde les sondages, il y a une majorité d'Américains qui jugent que la crise a été mal gérée. En fait, ça reflète assez nettement sa cote de popularité. Vous avez à peu près 40%, 35-40 qui jugent que la crise a été bien gérée. Vous en avez 55 qui pensent qu'elle a été mal gérée. Après, je suis pas sûr que ça, enfin, comment dire? Comme je disais au début, les sondages n'ont pas évolué en fait depuis un an. Donc, vous regardez les sondages avant la crise du Covid, pendant la crise, après, enfin maintenant, on va dire. Il y a pas beaucoup de mouvements, donc on pourrait dire finalement ça a rien changé. Je pense quand même effectivement que ça a changé quelque chose. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, quand même Donald Trump aurait pu faire une campagne totalement différente en insistant sur une économie florissante. Il aurait évidemment dit que c'était uniquement lié à ses politiques. Bon, on aurait pu en discuter, mais en tout cas il avait un vrai argument. Là, à cause du Covid, il a complètement perdu cet argument qu'aurait été son principal argument de campagne, et il se retrouve en position de faiblesse. Parce que aux États-Unis, comme dans tous les pays, quand il y a un président sortant qui se représente à une élection présidentielle, l'élection c'est en fait un vote sur le bilan du sortant. Et bon là, le bilan n'est pas excellent, vu que ça soit en termes sanitaires, en termes économiques, en termes sociaux, et pas grand-chose à se mettre sous les dents. Donc voilà, c'est difficile pour lui, et ça explique sans doute cette campagne qui a été assez. Enfin, voilà, la campagne de 2016, certains ont considéré après coup que finalement c'était une assez bonne campagne. Bon, ça reste à discuter. Mais en tout cas, même comparé à celle de 2016, celle-là semble particulièrement aberrante par certains côtés. Et on voit bien que les stratèges républicains ont été complètement pris de court et effectivement n'ont pas su comment y réagir. Donc voilà, je pense pas que ça a vraiment changé la dynamique, mais ça a vraiment enlevé l'argument principal de Trump, et c'est ça en fait l'effet principal du Covid sur cette élection, s'il n'y a pas de surprise d'ici 10 jours. Parfait. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. C'était très riche, très intéressant. Je ne sais pas comment je vais faire pour monter cette émission. D'ailleurs, je pense que je ne vais rien couper. Vous voyez. Et donc merci de nous avoir écoutés. C'était donc la première émission dédiée donc à l'élection présidentielle américaine sur Splint Doctor. On vous invite à interagir avec nous sur Twitter. Donc Mathieu Gallard et Johan Abécassis sont tous les deux sur Twitter. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions, à interagir avec eux. Ils sont tous les deux très prolixes, et également avec le compte Twitter de Splint Doctor. On sera ravis d'échanger avec vous. Merci beaucoup et à bientôt.